Est-ce que la France est prête mentalement à la guerre? Je pense qu'on n'est jamais prêt à la guerre. La guerre, c'est vraiment ce qu'on souhaite tous éviter. Donc maintenant, c'est pas nous qui allons décider. Nous, on veut pas la guerre. Si un jour on avait une guerre, c'est quelqu'un d'autre qui l'a déclenchée. Ouais. Donc c'est pas, je veux dire, on peut dire moi je veux pas la guerre, mais enfin si quelqu'un vous fait la guerre, il y a un moment il faut y aller. Et c'est un peu ça la situation. Voici l'homme qui dirige les armées en France. Il s'appelle Fabien Mandon, il a pris ses fonctions de chef d'état-major des armées en septembre 2025 et avait fait la une des médias en novembre dernier suite à cette phrase tirée de l'un de ses discours. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Moi, j'ai voulu aller au-delà des simples petites phrases. J'ai donc discuté longuement avec lui pour savoir si vraiment il existe aujourd'hui un risque de guerre pour la France. C'est difficile de parler de la guerre. C'est quelque chose qui peut faire peur. Les militaires sont extrêmement attachés à la paix parce qu'ils savent ce qu'est la guerre. C'est assez rare en fait que vous donniez des interviews. Je crois que c'est la deuxième. Comment vous vous sentez? Je suis très heureux d'être avec vous, parce qu'on connaît Brut, donc mes enfants me parlent de Brut. La parole du chef d'état-major des armées est rare, et ça doit l'être. Mais c'est important pour moi d'expliquer le contexte dans lequel on évolue, et puis de répondre à vos questions très simplement. Alors on va parler de pas mal de choses, on va parler de vous, pour savoir un petit peu plus qui vous êtes. On va parler un peu des menaces qui pèsent aujourd'hui en France parce qu'il y a certaines craintes. Et puis on va parler de diverses choses, et notamment de la figure du militaire. Et j'ai le sentiment que le militaire est très bien vu en France, beaucoup plus que d'autres corps de métier peut-être, mais méconnu. Comment vous vivez la façon dont les gens perçoivent la figure du militaire? Je pense qu'il y a effectivement ces deux aspects importants. Les Français aujourd'hui ont confiance dans leurs armées. Il y a à peu près 80% de confiance aujourd'hui dans les armées françaises, et elles le méritent. Mais d'un autre côté, je ne peux pas ignorer le fait que les armées sont assez peu connues. Tout simplement parce que les armées françaises aujourd'hui, c'est moins d'1% de notre population. C'est 200 000 personnes, un peu plus de 200 000 personnes? Voilà, un peu plus de 200 000 personnes. Et puis il y a un peu plus de 50 000 réservistes. Je crois que vous visez 80 000 pour 2030. Monter, voilà, on va avoir un réserviste pour 2 soldats professionnels, donc 80 000 réservistes à l'avenir. Alors, je veux bien qu'on parle un petit peu de vous. Donc vous êtes le chef d'état-major des armées depuis septembre dernier. C'est donc le sommet finalement des armées en France. Mais il y a une chose qui est assez rare, c'est que votre famille n'était pas du tout militaire, vos parents n'étaient pas militaires. Moi, je n'avais pas d'expérience militaire avant de rejoindre l'école de l'air en 1990. Moi, je suis un enfant qui a grandi en préférant aller jouer au football et être à l'extérieur que dans les salles de cours. Vous étiez au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Voilà, j'ai terminé cette petite partie à l'Olympique Lyonnais. J'avais commencé dans le centre de la France. En fait, j'aimais beaucoup être à l'extérieur et les salles de classe, c'était pas toujours des bons moments pour moi. Les remises de copies, c'était un moment douloureux. Je savais pas trop ce que je pouvais faire dans la vie. Mon orientation était assez incertaine. Et je rêvais toujours d'être, ce rêve qui pour moi était impossible, d'être pilote. Puis petit à petit en travaillant, j'ai tenté ma chance et j'ai réussi. Je suis rentré à l'école de l'air, j'ai découvert un environnement, un monde où les gens parlaient un langage que je ne comprenais pas, des codes, des uniformes avec des galons, tout ce qui pour moi était assez inconnu. Mais j'y ai découvert un monde d'une très grande fraternité, très grande solidarité, où on récompense l'effort individuel. Dans les armées françaises, quand vous arrivez le premier jour, on vous coupe les cheveux. Alors c'est pas les coupes de cheveux les plus élégantes, mais vous êtes tous coiffés de la même manière à peu près. Vous recevez tous le même uniforme, vous avez tous le même grade, quelle que soit votre origine, quel que soit votre parcours, votre histoire personnelle. Vous êtes fortuné, vous êtes pauvre, vous êtes pareil. Et ensuite, c'est votre travail qui paye. Je me rappelle, j'avais interviewé moi François Lecointre, qui est un de vos prédécesseurs comme chef d'état-major des armées. Même si vous êtes vous-même tout seul individuellement un combattant parfaitement expérimenté, extrêmement compétent, vous seul ne valez rien. Vous ne valez que parce que vous êtes dans un groupe qui lui-même est un groupe combattant. Quand il me parlait, j'avais ressenti qu'en fait, être militaire, c'est pas seulement une profession, c'est peut-être aussi une façon de voir le monde. Je sais pas comment vous le sentez, vous. Je pense qu'on devient militaire. D'accord, on n'est pas spontanément complètement habité de ce que peut exprimer aujourd'hui un chef d'état-major des armées. Quand on parle de la fraternité d'armes, c'est pas quelque chose qu'on déclare, c'est quelque chose qui se développe.
quand vous êtes confronté à une difficulté, vous ne pouvez pas la résoudre tout seul. On vous met devant un mur qui mesure 3 mètres, vous ne pouvez pas le passer tout seul. Mais si vous êtes plusieurs et ingénieux et que en plus vous apprenez les techniques, vous pouvez passer. Moi j'ai été marqué parce que première journée à l'école de l'air, vous arrivez, vous êtes hyper fiers, vous avez réussi le concours, vous avez des copains, on a tous 20 ans, on a une énergie folle, on est tous sportifs, on dit que rien ne nous arrête. Et puis là, premier jour, vous rencontrez des instructeurs qui ont 40, 45 ans, qui vont vous instruire sur le combat corps à corps. Et en 2 secondes, ils vous mettent par terre. Ah oui. Parce qu'ils ont la technique, parce qu'ils ont travaillé pour. Et donc vous êtes un peu fiers, forcément. Très vite, vous vous arrêtez d'écouter distraitement, comme vous pouviez le faire certains cours d'histoire. Et là, vous l'écoutez, vous apprenez. Et quelques mois après, vous êtes capable de commencer à poser des problèmes à vos instructeurs. Et ils vous apprennent la force du collectif. Ils vous apprennent comment être plus fort ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que dans une société où j'entends beaucoup des jeunes qui regrettent un peu ce côté seul, solitaire, de compétition individuelle, dans les armées, c'est le groupe qui se forme. Et cette fraternité, moi, j'y crois énormément. Là, vous dirigez l'armée, mais vous avez été aussi sur le front, enfin, vous avez participé à la guerre, quoi. Et ça, moi, je ne l'ai pas faite, la guerre, je ne me rends pas compte. Dans quelle mesure ça change un homme? Bon, c'est difficile de parler de la guerre. Oui. C'est quelque chose qui peut faire peur. Moi, je veux déjà partager avec vous le fait que tout le travail des armées aujourd'hui, les armées que j'ai la chance de commander, c'est de tout faire pour nous protéger et d'éviter d'arriver dans ces moments de guerre. Les militaires sont extrêmement attachés à la paix parce qu'ils savent ce qu'est la guerre. La violence des combats, la dureté de voir des amis disparaître, des villes détruites, des vies détruites. Donc il y a une profonde conscience de l'importance de défendre la paix. Deuxièmement, vous êtes un homme, une femme qui s'est engagé et qui est confronté à la guerre. Que vous soyez civil ou militaire, vous révélez une personnalité. Et pour moi, je l'ai vécu comme le moment où vous revenez à l'essentiel de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est important de défendre et le prix que vous êtes prêt à payer pour ça. J'ai eu des soldats qui sont venus me voir quand on était en opération et qu'ils avaient peur de perdre la vie parce qu'ils avaient des jeunes enfants, parce qu'ils avaient une famille. Et donc dans cette partie guerre, il y a une partie extrêmement humaine, de crainte, de peur, mais c'est là que vous revenez à l'essentiel du groupe, dans lequel les chefs sont chargés de répondre à ces interrogations, d'emmener leurs hommes, et puis de revenir, ici on est dans un lieu fantastique, l'école militaire, de notre histoire, de la France, de ce que toutes les générations qui nous ont précédés ont développé. On a un pays extraordinaire et ça se défend. Ce qu'on est se défend. Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui, vous savez, mais on parle assez peu de la santé mentale des militaires. J'ai le sentiment qu'on part du principe que ça fait partie de leur activité et on s'intéresse assez peu, je trouve, à la santé mentale des militaires. C'est une très bonne question. En fait, les militaires sont des citoyens comme tout le monde. En fait, dans les armées françaises, vous n'avez pas des robots habillés en treillis qui sont capables d'aller faire la guerre sur commande comme ça. Ce sont des citoyens qui ont choisi une forme d'engagement qui leur convient parce qu'ils ont envie de s'engager pour leur pays, parce qu'ils y trouvent des valeurs importantes. Personne n'a envie de mourir, personne n'a envie de faire la guerre. Ce serait dangereux d'avoir des armées qui seraient entièrement tournées vers le combat à tout prix. Puis il y a mourir et puis il y a aussi de donner la mort. Et donner la mort. Ce qui est quelque chose de pas évident. Exactement. La République française confie à ses armées, la France confie à ses armées, un rôle extraordinaire qui est que quand les conflits, les tensions ne peuvent plus se régler par la diplomatie, quand la sécurité des Français est en jeu ou que les intérêts nationaux sont en jeu, à ce moment-là, si la diplomatie ne suffit plus, il faut recourir à la force. Et les armées françaises sont le bras armé de la nation pour la défendre quand il n'y a plus d'autre solution. Et à ce moment-là, on confie aux armées un rôle extraordinaire qui est d'user de la force de l'État
avec la possibilité de tuer les adversaires de la France pour faire respecter notre sécurité, nos intérêts, notre pays. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est pour ça que ça demande un engagement quotidien, un entraînement de maîtrise. Et les Français, je pense, en général, voient nos soldats patrouiller dans les rues. À chaque fois qu'il y a eu des incidents en France, la réponse de nos soldats a été mesurée, adaptée, parce qu'on est parfaitement conscient de la responsabilité qui nous est confiée et on sait à quel point on doit employer la force au bon niveau, juste au bon niveau, et pas plus. Je vous parle de tout ça en amont de notre discussion, parce qu'après, j'ai préparé des choses, on va parler de la guerre, il y aura des chiffres, il y aura des choses, mais ça me semble important quand même de replacer ça dans un contexte humain, c'est-à-dire que derrière tout ce dont on parle là, il y a des hommes qui la vivent, quoi. Oui. Alors, vous êtes entré en fonction le 1er septembre 2025, et puis on a parlé de vous en novembre 2025, parce qu'il y avait le 107e congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France, le 18 novembre 2025. Vous faites un discours, dans ce discours vous dites tout un tas de choses et notamment... Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Moi, j'ai donné aux armées un objectif qui est d'être prêt dans 3 à 4 ans. Mais j'ai besoin que la nation soit prête à soutenir cet effort si on devait le faire. Je suis convaincu, je vous le dis, je suis convaincu que si nos ennemis voient notre détermination à nous défendre, à protéger ce que nous portons comme valeur, comme histoire, ils iront voir ailleurs, parce qu'ils savent que nous sommes plus forts. Mais il faut en faire la démonstration, et c'est dans les 3 années qui viennent. La phrase qui a fait parler, c'est que la France doit accepter de perdre ses enfants. Peut-être qu'elle a été mal comprise, cette phrase, notamment le terme « les enfants ». Oui, c'est important parce que je vois que ça a suscité beaucoup de peur, beaucoup de craintes qui n'étaient pas l'objet. Mon rôle, c'est de protéger les Français, protéger notre pays, nos intérêts. Aujourd'hui, autour de nous, il y a quand même une dégradation de notre contexte, de notre environnement. Les Français le voient, ils en payent les conséquences. La crise en Iran, la guerre qui se poursuit, guerre déclenchée par la Russie en Ukraine qui se poursuit. 5e année. 5e année. Une menace terroriste qui continue avec des États extrêmement fragiles sur le continent africain, juste au sud de la Méditerranée. On voit les conséquences du réchauffement climatique. Et donc je ne suis pas là pour dire les choses qu'on a envie d'entendre. Je suis là pour dire ce que j'observe. Le sens profond, c'était de rappeler qu'on a la chance, et c'est une chance extrême et c'est quelque chose qu'il faut entretenir, de vivre en paix depuis des décennies. Depuis des décennies. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Sur un continent où, en général, on s'est fait la guerre très régulièrement. La contrepartie à ça, c'est que quand on vit en paix tous les jours, parfois, on oublie que ce n'est pas quelque chose d'acquis à vie et qu'il faut le défendre. Et on a autour de nous des régimes qui estiment que nous sommes faibles et qui ont une certaine nostalgie de leur histoire et qui aimeraient rétablir une empreinte territoriale plus importante. C'est la Russie qui attaque la Géorgie 2008, qui s'empare de la Crimée 2014 et qui réattaque l'Ukraine en 2022, d'une guerre qui continue en ce moment. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à un moment, il faut réaliser que ça existe et que si malheureusement des rivaux voulaient aller trop loin et nous tester, il faudrait qu'on réagisse par la force. Réagir, ça veut dire engager les armées
Et tous les militaires aujourd'hui savent ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on engage les armées vont nous défendre par la force. Donc elles vont certainement tuer, en acceptant aussi de perdre des leurs. On s'entraîne tous les jours durement pour l'éviter, mais on ne peut pas l'écarter, on défend notre pays, au prix parfois de la vie de nos soldats. Et ça, j'ai voulu le rappeler parce que c'est pas naturel. Est-ce que la France est prête mentalement à la guerre? Je pense qu'on n'est jamais prêt à la guerre. La guerre, c'est vraiment ce qu'on souhaite tous éviter. Donc maintenant, c'est pas nous qui allons décider. Nous, on ne veut pas la guerre. Si un jour on avait une guerre, c'est quelqu'un d'autre qui l'a déclenchée. Ouais. Donc c'est pas... Je veux dire, on peut dire, moi je veux pas la guerre, mais enfin si quelqu'un vous fait la guerre, il y a un moment, il faut y aller. Et c'est un peu ça la situation. Parce que pour vous, on est déjà en guerre en fait. On n'est pas en guerre au plan militaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui des soldats engagés dans une grande guerre, d'accord ? On fait tout pour éviter d'arriver à ce niveau-là. On a une guerre un peu plus sournoise aujourd'hui. Il y a peu de temps, j'étais en Finlande. Ouais. Et qui m'expliquait les derniers éléments de doctrine développés par certains généraux russes, rédigés dans des documents, dans des livres, pas traduits chez nous, dans lesquels ils expliquent que la guerre, elle est continue. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, notamment dans la désinformation, c'est ce qu'on appelle des opérations hybrides. C'est une forme de guerre. Quelques exemples. Pour les Parisiens qui se sont promenés dans Paris au moment des Jeux Olympiques, on se souvient dans les rues, il y avait des espèces de tags sur les murs dans nos rues qui mettaient « Attention, balcon fragile ». Moi, j'aime bien courir. J'ai vu ça la première fois, je me suis dit « Tiens ». J'ai regardé le balcon, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre ». Et puis je l'ai vu dans de nombreuses rues. Peu de temps avant, j'avais entendu qu'il y avait des punaises de lit partout. Tout ça, c'est des choses qui ont été organisées. Les cercueils avec le drapeau posé au pied de la Tour Eiffel, ce sont des opérations mises dans notre société. Des têtes de cochon au pied des synagogues ou des mosquées, en France, déposées, ce sont des opérations menées par des compétiteurs qui veulent fragiliser notre société. Chez nous, les religions, on les oublie. Chacun a le droit de vivre sa religion comme il souhaite. On est solidaires. Cette fraternité, on la vit. Mais quand tous les jours, on joue, et c'est ce qu'essayent de faire certains, joue pour créer des tensions entre des groupes religieux, créer des tensions entre des pensées politiques, ben, vous essayez d'éclater cette solidarité, éclater cette fraternité, éclater ce qui fait notre force, qui est le collectif, l'unité. Et vous me posiez la question, est-ce que la guerre a commencé ? Une forme de guerre a commencé. Cette guerre, elle vise à fracturer nos sociétés en jouant beaucoup sur les peurs, sur les différences, là où la richesse de notre société, c'est justement sa variété, ses différences, et se vivre ensemble. Moi, j'y crois beaucoup, ce qu'on vit dans les armées. C'est pas uniquement au niveau national, c'est au niveau européen. Donc, il y a des acteurs aujourd'hui qui essayent de nous fracturer. Et c'est là, on n'est pas dans la guerre canon, char, avion, d'accord ? On est dans la compétition avec des opérations qu'on appelle hybrides, et la manipulation de l'information en fait partie, qui se joue déjà chez nous en ce moment. Qu'est-ce que fait la France contre ça ? Alors, je pense que ce qui est important, c'est la formation. Et ça commence dès l'école. Et c'est là où moi je suis très fier de ce que l'on est. À l'école, on apprend aux enfants l'esprit critique, ouais. À lire, à se renseigner, à comprendre pourquoi l'auteur a écrit ça, à mesurer le contexte. Et je suis admiratif. Je vois des enfants aujourd'hui qui arrivent dans un paysage où il y a de l'information partout, à lire plusieurs sources. C'est pour ça que Brut fait partie aujourd'hui des médias très importants. Parce que personne ne détient la vérité. Chacun, quand il communique, donne une idée, transmet ses idées. Mais je trouve que notre éducation, et c'est l'enjeu pour notre société, c'est d'arriver à varier les sources, ouvrir ses horizons et entretenir cet esprit critique pour savoir globalement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de vérité absolue, on le sait.
Mais le défi pour, je pense, les plus jeunes aujourd'hui, c'est que l'information est beaucoup véhiculée dans des réseaux sociaux, selon des algorithmes qui sont parfaitement compris et analysés par nos compétiteurs, qui font que si vous introduisez d'une bonne manière une idée totalement fausse, elle peut être tellement relayée qu'il devient difficile de l'écarter de ce qui imprègne les esprits. Et c'est là que l'apprentissage et l'agilité de jeunes qui se renseignent sur différentes sources et qui arrivent à dire « là quand même c'est bizarre » et qui interrogent et qui vérifient. Et c'est là que Brut peut aussi être un élément dans le paysage qui fasse dire « ah ben non, en fait, ça c'était une manipulation ». Alors, Brut fait ce qu'il peut, hein, mais je reste relativement humble sur notre capacité à empêcher certaines choses. Et en plus, il se trouve que les réseaux sociaux, ils appartiennent à la Chine pour TikTok, aux États-Unis pour Meta. Mis à part l'école, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être faites pour éviter qu'on se retrouve avec en fait, une sorte de désinformation et même au-delà de ça, une sorte de confusion permanente? J'ai parlé de l'éducation parce que je pense que c'est vraiment le cœur, ce qui est le plus important. Bien sûr, il y a d'autres choses et la France développe une capacité à comprendre ce qui se passe et à détecter les attaques. Donc typiquement, je vous ai mentionné les punaises de lit, les cercueils, on a eu des mains rouges, des peintures de mains rouges posées sur des sites de notre culture très importants. On a su remonter la filière, c'est tout le travail des services de l'État pour comprendre que derrière les quelques personnes qui étaient arrêtées, il y avait toute une organisation et le signaler et ensuite être conscient que c'est quelque chose qui se fait. Dans tout le contexte qu'on évoque, effectivement, il y a la question de l'argent, des moyens engagés pour soutenir les armées. Alors les budgets ont beaucoup augmenté. Par exemple, Emmanuel Macron, dans son discours aux armées en juillet 2025, il disait « Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. C'est le double du budget dont les armées disposaient en 2017. » Puis actuellement, il y a la question de l'actualisation de la loi de programmation militaire 2024 à 2030. Le texte du gouvernement, il voulait ajouter 36 milliards d'euros sur 5 ans. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce qu'on va perdre tous les gens qui nous regardent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée a suffisamment d'argent pour effectuer sa mission ? Aujourd'hui, on est dans des armées qui se modernisent. On a connu au début des années 2000, période 2008-2016, une époque où on pensait que la paix était garantie et donc les choix de la nation ont été vers d'autres domaines que la défense. On a réduit très largement le budget de la défense parce qu'il y avait d'autres priorités. En 2016, on a des attentats. 2017, le président Macron est élu président de la République. Il constate, il voit cette dégradation de notre environnement. Et donc effectivement, il décide d'augmenter le budget de la défense. On change de direction. On était dans des années où on ne faisait que réduire. Et on repart à la hausse. Sur les 10 dernières années, on aura multiplié par 2 le budget de la défense. Au début, on a réparé très vite ce qui était très fragile. Parce qu'après des années de réduction de budget, il y a des domaines qui étaient extrêmement fragiles. Donc, au début, dans les années 2017-2020, on a réparé, comblé tout de suite ce qu'il fallait réparer. Et puis là, on est dans une phase de modernisation. Mais est-ce que pour vous, qui dirigez les armées, est-ce qu'il y a assez d'argent pour faire face aux menaces multiples et simultanées qui ont lieu aujourd'hui? Moi, je ne me prononcerai pas sur le assez d'argent. Le assez d'argent, c'est un choix très politique. Pour moi, chef militaire, il est évident qu'on est dans une phase où il faut faire davantage d'efforts sur la défense. Et là, on parle de 36 milliards, les sénateurs LR voulaient 50 milliards. À un moment donné, on perd un peu la mesure de ce que ça représente. Enfin, là, on parle de dizaines de milliards d'euros. Et dans un contexte de crise, où on fait des économies par ailleurs, on se dit peut-être qu'il faudrait investir dans l'éducation nationale, par exemple. Oui. Les sommes sont très importantes. Je suis un citoyen, vous et moi, on vit tous les jours, on va faire nos courses et quand on achète 1 kilo de tomates, on ne parle pas de milliards, d'accord ? Donc effectivement, les chiffres peuvent faire tourner la tête. La particularité de la défense, c'est quelque chose qui se construit sur le temps long. On fait des choses extraordinaires.
La France vient de décider d'engager le programme d'un nouveau porte-avions pour la France. Ça va être des milliers de personnes qui vont travailler pendant des décennies pour construire ce futur bateau hors norme qui fait la fierté de la France. Outre la fierté, à quoi ça sert un porte? C'est une question qu'on pose jamais. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, un porte-avions, c'est ce qui permet à la France de projeter, indépendamment des décisions de tous les pays, passant par la mer, de projeter un groupe de combat très puissant, parce qu'on a des appareils à bord, on peut mettre des forces particulières à bord pour intervenir. Donc, quand la France a un porte-avions, elle est capable de projeter n'importe où dans le monde de la puissance pour se faire respecter. Très peu de pays ont un porte-avions aujourd'hui. C'est pas une question de j'en ai un, t'en as pas. C'est que ce niveau de puissance, c'est le niveau de la France. Et on peut en être fier. C'est un double niveau, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect opérationnel de pouvoir envoyer des avions, et puis il y a un aspect de montrer qu'on l'a. Alors moi, je suis pas trop diplomate. Moi, je suis plutôt la détermination de la force. Donc oui, il y a une dimension politique, diplomatique, d'affichage. Mais quand on envisage des options militaires, quand on envisage de déployer des outils de combat, il y a une détermination absolue à recourir à la force si nécessaire. Après, encore une fois, vous êtes là-dedans, mais il y a plein de gens qui vont se dire mais tous ces discours un peu va-t-en-guerre là. Surtout pas va-t-en-guerre. Et moi je veux surtout pas effrayer. Ce que demande un président élu à ses armées, c'est de protéger les Français. Cette protection aujourd'hui, elle se fait loin. On a eu des épisodes terribles dans notre société, tout le monde s'en souvient. Les attentats sur notre sol. Ces attentats, ils ont été préparés depuis le Proche et Moyen-Orient par des cellules terroristes dont des gens ont choisi des idéologies folles, des gens très intelligents qui se préparent, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est des groupes puissants qui posent des problèmes qui peuvent même faire chuter des régimes, des pays entiers. La guerre, heureusement, on ne la vit pas dans notre société, dans nos frontières aujourd'hui. On fait tout pour l'éviter. Mais on a mené le combat contre Daesh. On a mené le combat contre Daesh, on le mène encore. Oui, j'allais vous poser cette question. Effectivement, vous parlez de la menace terroriste. Aujourd'hui, oui. La menace terroriste, on en est où? On a une menace terroriste qui a évolué parce que les combats qu'on a justement engagés en Syrie, en Irak, principalement, ont porté leurs fruits. C'est-à-dire que ces groupes terroristes qui avaient quasiment conquis des pays entiers ont été réduits. Aujourd'hui, la tête de ces cellules terroristes est principalement sur le continent africain, dans l'est de l'Afrique, mais aussi dans toute la partie sahélienne, où des coups d'État ont eu lieu, dans des États affaiblis où les terroristes prospèrent, parce qu'il y a moins de résistance et se développent. Donc nous, on suit beaucoup ça. On aide des pays à lutter contre l'évolution de cette menace terroriste. Mais aujourd'hui, on a des forces qui interviennent. Il y a des risques d'attentats en France ou pas? Le risque existe, toujours. Je recitais la revue nationale stratégique 2025, qui est visible, tout le monde peut la voir, c'est sur Internet. Il est écrit « Il est désormais clair que nous entrons dans une nouvelle ère, celle d'un risque particulièrement élevé d'une guerre majeure de haute intensité. En dehors du territoire national en Europe, qui impliquerait la France et ses alliés, en particulier européens, à l'horizon 2030. » Bon, le rôle de cette revue stratégique, c'est de prendre un coup d'avance. Donc c'est un travail d'anticipation. Anticipation non pas pour constater et se faire peur, mais pour prendre toutes les mesures nécessaires à éviter d'arriver dans ces situations. Risque d'une guerre majeure, d'une guerre sur notre continent, en fait c'est le constat de la poursuite de cette guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Et d'une forme d'usage débridé de la force par Moscou, qui pourrait décider, on ne peut pas écarter, on est obligé de penser à tous les possibles. On ne peut pas écarter un scénario où Moscou, enhardi par une forme d'euphorie de victoire, dirait « Ok, après l'Ukraine, je m'en prends à un pays de l'OTAN. » Un petit pays, pays balte. Important, mais petit par la taille. Assez vulnérable. Ce sera un test. Et c'est là que la solidarité entre nous est importante et c'est là qu'il faut savoir réagir. Et donc l'avoir anticipé, préparé, s'y être préparé moralement. Ce que vous voulez dire, c'est que si la Russie envahit ou attaque un pays balte, la France, en tant qu'allié, sera obligée d'intervenir avec son armée. Ce sera une décision qui sera prise par la personne élue par les Français. Mon conseil aujourd'hui, c'est bien sûr d'être solidaire. On ne peut pas écarter un scénario comme ça. C'est le pire
On fait tout pour l'éviter, mais on est obligé d'imaginer que c'est possible. Pour la première fois depuis le milieu du dernier siècle, la perspective d'un affrontement contre un État important, qui a une armée importante, réapparaît. C'est ça, ce dont on veut parler. C'est la possibilité de retrouver un affrontement, non pas contre des petits groupes idéologisés, mais contre un État qui a une structure et qui est beaucoup plus fort, bien sûr, plus difficile. Et la revue nationale stratégique, elle est précise, elle dit que la Russie se prépare à une confrontation à l'horizon 2030. Donc c'est demain, c'est dans 4 ans précisément. Cette date de 2030, d'où elle sort d'ailleurs? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a une guerre? Moi, je veux pas que les gens qui nous entendent se disent c'est inéluctable, en 2030 c'est catastrophique, on est foutu, d'accord? Ça, non. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, en Russie, il y a des analyses qui ont été menées qui leur font penser qu'en 2030, il faut être prêt à un choc contre l'OTAN. Est-ce que ça veut dire que les Russes ont l'intention d'attaquer l'OTAN? Non. Ça veut dire que les Russes estiment qu'il pourrait y avoir une confrontation en 2030. Pour nous, qui sommes membres de l'OTAN, on se dit, la Russie se prépare à un choc. On ne peut pas l'ignorer. Parce que derrière préparation, c'est un effort de défense qui est monumental. C'est-à-dire qu'eux s'arment, hein. D'ailleurs, je crois que là, ils avaient moins d'1 million de soldats en 2022. Ouais. Puis là, leur objectif, d'après la revue, c'est 1,9 million en 2030. 1,9 million en 2030. Donc c'est une grosse augmentation, c'est-à-dire qu'ils se préparent. Et c'est pour ça qu'on parle de 2030, c'est parce qu'ils sont en train de se préparer? Ils se préparent. En fait, on sait que 2030 est un horizon qu'ils ont travaillé formellement. On regarde leur industrie de défense qui produit de grandes quantités d'équipements, les chars en quantité, des avions en quantité. On sait qu'ils recrutent et qu'ils ont un objectif de recrutement qui leur fait passer d'une armée d'à peu près 1 million d'hommes dans les années 20 à quasiment le double 10 ans plus tard. On ne peut pas l'ignorer. Est-ce que l'intention est là? Je ne sais pas. Est-ce qu'on sera prêt? Je pense qu'on sera prêt. Je pense qu'on est prêt. En fait, j'ai aucun doute sur notre force. On est très fort. La Russie, regardez, si vous prenez des chiffres, on est dans la classe de plus de 100 millions d'habitants, d'accord, face à une Europe qui pèse plus de 500 millions d'habitants. Si elle est unie. Si elle est unie. C'est pour ça que la solidarité est fondamentale. Si nous sommes unis, nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts. Mais est-ce qu'on le sera, unis? Je pense. Ouais. Je pense. C'est le défi de notre génération. Moi, je pense que c'est de suivre les pas de nos prédécesseurs qui, après 2 guerres mondiales, se sont dit « ça suffit, il faut arrêter ça ». On crée un cadre international qui nous permet de dialoguer, d'éviter les conflits, de maintenir la paix. Ça, c'est précieux, il faut l'entretenir. Et puis, d'une solidarité entre nous. Et une solidarité, y compris entre des pays qui s'étaient fait la guerre, en disant on ne se fait plus la guerre. Mais ne plus se faire la guerre, ça ne veut pas dire renoncer à l'idée de se défendre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de réaffirmer. Et il ne faut pas avoir peur. C'est juste de dire on est prêt à se défendre. Parce que ce qu'on est, c'est important. Moi, je ne veux surtout pas créer de l'anxiété et de la peur. Ce qui est important, c'est juste de mesurer qu'autour de nous, il y a des choses qui évoluent et pas dans la bonne direction. Et pour nous qui ne pensions plus à ces dangers, à la nécessité de se défendre, aujourd'hui, on retrouve la nécessité de se préparer à la défense. C'est de se préparer en équipement, c'est le budget de défense que vous avez abordé. On fait des efforts, on l'a doublé sur 10 ans et on va continuer. Premier aspect, matériel. Le matériel, c'est compliqué, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se réinterroger sur pourquoi on se défend. En fait, est-ce que ce qu'on est, on veut vraiment le défendre? Qu'on comprenne bien quand même, moi non plus, j'ai pas envie d'affoler les gens. A priori, dans le scénario possible, il n'y a pas des chars russes qui vont entrer dans le territoire français. C'est plus des phénomènes en fait, de solidarité où en fait, les soldats français vont être amenés à combattre la Russie sur des territoires hors de France. Exactement. Si Moscou décide d'attaquer une autre partie du continent européen, et on ne peut pas l'écarter, elle l'a fait en
2008, elle l'a faite en 2014 et elle l'a refaite en 2022. On sait d'ailleurs quel pays le plus susceptible d'être attaqué? Non, on ne sait pas, mais elle pourrait être tentée d'exploiter un moment faible dans un pays à l'est de l'Europe. Donc c'est loin de la France, c'est pas sur notre territoire, et elle tente. Elle fait un test. Pas forcément pour déclencher une grande guerre, mais elle teste. Si elle peut gagner quelques kilomètres carrés, elle le fait. Je pense que notre obligation, c'est de montrer à la Russie, dans ce cas-là, qu'on refuse ça. On refuse qu'un pays, parce qu'il est fort et parce qu'il a décidé le matin d'envahir un autre, aille imposer sa manière de vivre et ses frontières chez un autre. Et Moscou comprendra qu'elle ne peut pas tenter sa chance plus loin. Si elle prend le village, le risque, c'est que le mois d'après, elle en prenne un autre, et puis un autre, et puis un autre. Après, on peut imaginer qu'il y ait des dommages collatéraux et que le territoire français soit attaqué sur le sol français parce que justement on intervient en Europe de l'Est. Alors, dans un scénario comme ça, pour essayer d'illustrer, pour comprendre ce qui peut se passer, vous avez dans des pays de l'Est de l'Europe des gens qui sont originaires aujourd'hui de Russie, historiquement, qui étaient originaires de la Russie. La Russie peut dire ils sont maltraités, d'accord, communauté religieuse, par exemple, maltraitée. Elle écrit partout, elle diffuse dans nos sociétés l'information, cette communauté est maltraitée, et elle dit « moi j'ai l'obligation de les défendre parce qu'ils sont liés à la Russie ». Donc elle va présenter dans les informations, dans nos sociétés, l'image d'une Russie protectrice qui, pour protéger les gens, intervient dans un pays et change les frontières du monde. Et c'est là, quand on parle d'hybridité, qu'il faut que notre population comprenne cette mécanique de désinformation, parce que la Russie, dans ce cas concret, sait très bien que si on réagit de manière solidaire, elle n'a aucune chance. Si elle réussit à casser cette solidarité, elle peut gagner. Donc elle va tout faire pour qu'on ne soit pas solidaire. Et elle va diffuser des messages, faire des actions pour nous encourager à ne pas être solidaires en disant on ne va pas engager des soldats français dans notre société. Vous vous rendez compte, pour tel pays qui est si loin de chez nous, c'est pas notre problème. Ils ont réussi en partie, hein. C'est un discours qu'on entend aujourd'hui sur certains médias. Ça a déjà commencé. En fait, nos compétiteurs, je ne veux pas parler uniquement de la Russie. Je suis pas. La Russie restera notre voisin. On doit vivre en paix avec la Russie. Moi, je veux dire, stratégiquement, on ne fera pas déménager la Russie. Mais en revanche, il faut qu'on soit lucide sur ses agissements. Donc, elle a déjà commencé ce discours qui vise à fragiliser, à fracturer nos sociétés, notre solidarité européenne, otanienne, pour que l'on soit plus faible et qu'elle puisse prendre l'avantage. Une petite parenthèse, parce que dans la revue nationale stratégique 2025, il est écrit « La Russie a sciemment dirigé des flux migratoires par son territoire vers l'Europe du Nord à des fins de déstabilisation ». On en a un peu parlé, ça, j'ai le sentiment. Ça veut dire quoi concrètement? Effectivement, il y a quelques temps, les Finlandais ont vu arriver à leurs frontières des groupes de migrants qui venaient principalement d'Asie et qui étaient transportés jusqu'à leurs frontières pour rentrer dans leur pays. Ces malheureux migrants subissent les évolutions du monde et pour certains quitter des zones de guerre, donc chercher un endroit où vivre. Mais ils ont été utilisés par des groupes mafieux payés par Moscou pour aller dans des sociétés dans lesquelles ils sont pas... C'est-à-dire, historiquement, rare que des Syriens déménagent en Finlande. Oui. D'accord ? Donc, ce qui crée des tensions dans des sociétés qui voient des quantités de migrants arriver, ce qui perturbe les équilibres dans un village, dans une vie, qui suscite des questions, des interrogations et des tensions. Des tensions politiques, parce qu'après, c'est le débat sur les migrants, comment on les gère. Et tout ça, ça affaiblit un pays. Et la Russie l'a favorisé. Et la Russie l'a favorisé parce que affaiblir ses voisins, affaiblir ceux qui sont en solidarité, qui lui posent un problème, va dans le sens de ses intérêts. Ils ont ouvert leurs frontières pour que ces migrants arrivent en Finlande. Exactement. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas que la Russie. Non. Il y a même un pays
dont on parle beaucoup actuellement, c'est les États-Unis quand même. Oui. Alors, qui n'est pas directement une menace, mais on assiste à un désengagement des États-Unis par rapport à l'Europe, sachant qu'on associe ça souvent à Trump, mais manifestement, ça précède Donald Trump. Comment vous analysez la situation? Et c'est un bouleversement quand même pour l'Europe. Effectivement, je vais vous donner un petit peu mon regard sur l'évolution de ce que l'on vit au plan militaire avec les États-Unis. On vient de fêter, de commémorer le débarquement en Normandie. Donc, nous, Français, on sait ce que l'on doit dans notre liberté à ceux qui sont venus pour nous libérer. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis aident beaucoup l'Europe à se reconstruire, à se protéger. Déjà à l'époque, l'URSS représente, on ne s'y attendait pas, représente la menace du moment. Et on rentre dans cette guerre froide. Une Europe extrêmement affaiblie par la guerre, qui a besoin de se reconstruire et qui, globalement, achète beaucoup de matériel américain. Et on a des Américains qui déploient des forces en Europe parce qu'ils voient l'URSS et se disent c'est notre ennemi. Et donc, on se met sur cet espace qui se situe géographiquement entre le continent américain et l'URSS. On vit pendant des décennies une Europe qui s'habitue à cette présence américaine, qui est protectrice, les États-Unis étant extrêmement puissants, et des États-Unis qui nous équipent, c'est-à-dire qu'on achète américain, puis on remplace quand le matériel est usé, on en prend un autre, et on achète américain. Ce qui crée une dépendance. Ce qui crée une dépendance. La France, par son histoire, change et dit « moi, je ne dépends pas des autres pour me défendre. Je décide de mon avenir, ce qu'on appelle la souveraineté. » Donc on a la chance en France d'avoir, dans tous les domaines, de quoi assurer notre protection nous-mêmes. Aujourd'hui, on a des champions de l'intelligence artificielle, on a des entreprises qui travaillent sur les technologies les plus avancées, on sait faire des fusées, des satellites, on sait faire des avions de combat, des sous-marins, des porte-avions, on sait faire des chars, on sait tout faire. Mais on est assez isolé en Europe, il n'y a pas beaucoup de pays comme nous. Les États-Unis ont vu, à la fin du XXe siècle et début du XXIe, que la Chine était en train de monter. D'accord ? Donc, milieu du XXe siècle, c'est beaucoup l'URSS qui est la préoccupation dans le cerveau américain. La Chine monte en puissance, et aujourd'hui, la Chine est une très grande puissance, économique, démographique, militaire. Elle pose un défi aux Américains. Et c'est un voisin des Américains. Donc, en parallèle, on a une augmentation des crises partout sur la planète. Quand je discute avec les généraux américains, avec qui j'ai des relations continues, de grande qualité, ils constatent qu'il y a des crises partout sur la planète. C'est le même constat que nous. Ouais. Qu'ils ont des moyens qui sont les moyens dont les États-Unis disposent. Qui sont conséquents, mais limités. Qui sont conséquents, ils sont très importants, ils sont plus importants que nous. À peu près 10 fois mais c'est la taille de nos continents et de nos pays. Et qu'ils n'arrivent pas, même s'ils ont beaucoup de moyens, s'ils sont très puissants, ils n'arrivent pas à couvrir tout le globe et toutes les crises du globe simultanément. Donc ils font leur priorité. En ce moment, l'Europe, qui est un continent ami, n'est pas leur priorité de défense. Et ils ont des engagements importants. On le voit aujourd'hui Proche et Moyen-Orient. L'Asie est importante pour eux. Vous les avez vus intervenir au Venezuela. Ils sont préoccupés par l'évolution dans le Grand Nord, où la Chine et la Russie agissent de plus en plus. Donc ils nous disent, moi j'ai besoin de concentrer mes moyens militaires sur mes priorités. Et l'Europe n'est plus ma priorité. C'est pas qu'on n'aime pas l'Europe, mais c'est que je fais avec ce que j'ai. Donc je vais les retirer. Ils nous ont alertés. Donc c'est pas Donald Trump. M. Obama avait déjà alerté sur le fait que progressivement, il n'y aurait pas nécessairement autant de soldats américains que ce qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si demain, les États-Unis attaquent le Groenland, qui appartient au Danemark, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je pense qu'il faut faire attention, et je ne porterai pas de jugement, mais je constate, comme tous nos concitoyens, je lis Social Truth de Donald Trump, il y a énormément de paroles, et des paroles chocs, ce qui désoriente tout le monde. Nous-mêmes, je pense que dans
Dans ma journée, je lis énormément les déclarations de Donald Trump. Hier soir, je lisais et il y a eu des opérations cette nuit. Il y a des fois, dans ce qu'il dit, il y a une suite. Il y a des fois, dans ce qu'il dit, il prépare le terrain pour ces négociations. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter plus que... La Chine, dans la revue nationale stratégique, il fait mention de 2050. Apparemment, entre la Chine et les États-Unis, les tensions seraient d'autant plus importantes en 2050, c'est vrai ? Là, ça appartient à la Chine et aux États-Unis. Je peux pas. En tout cas, l'analyse qui est faite par des professionnels qui figurent dans cette revue, c'est celle-ci, effectivement. Je voudrais quand même qu'on parle du service national. Bon, le service national, pour moi, c'est une opportunité. C'est la chance d'une vie. Je le pense très sincèrement. Ce que je constate, c'est une jeunesse extraordinaire. Alors moi, j'entends souvent, comme quand j'étais enfant, dans les files pour payer à la caisse d'un supermarché, j'entendais toujours des anciens qui disaient « cette jeunesse ». Non, moi je vois des jeunes extraordinaires. Je vois des jeunes extrêmement conscients de leur environnement et des jeunes qui ont envie de faire des choses pour que ça aille mieux. Parmi ces volontés d'engagement, il y a celle de la défense, qui a beaucoup de sens, parce qu'ils constatent qu'il y a des choses à régler. Et donc, on offre à des jeunes qui ont envie de s'engager pour la défense la possibilité de rejoindre les armées pour 1 an. C'est une année de césure, dans laquelle on va leur confier, on va les former. Je crois que c'est 10 mois précisément. 10 mois précisément. Donc ça va commencer à partir du mois de septembre 2026, les premiers jusqu'à l'été, et puis on recommencera. Ce sera 3000 jeunes au début, à peu près 30 par département statistiquement. C'est possible dans nos outre-mer aussi. Ils vont être accueillis, formés pendant un peu plus d'1 mois, tous ensemble, formation militaire basique, et puis ils vont apprendre un métier, ils vont rejoindre une unité des armées, et ils vont participer à des missions sur notre territoire. Donc on n'est pas en train de parler de missions, de partir à la guerre, d'accord ? Quel type de mission par exemple ? Alors je vais vous donner quelques exemples. On a dans certains ports des chantiers navals qui construisent des bateaux qui servent à notre marine. Aujourd'hui, ces chantiers, on ne les protège pas parce qu'on est en paix, parce qu'il n'y a pas de menace. Bon, malheureusement, la tension monte et il peut y avoir des opérations de sabotage orchestrées sur notre territoire. Donc on va avoir des jeunes, je parlais de Concarneau que je connais bien, on peut avoir des jeunes bretons qui vivent dans la région, qui pourront, avec une formation assez rapide, participer à des patrouilles dans le port, surveiller le chantier, s'assurer que les actions, tout ça est sûr, sécurisé. Mais les jeunes qui veulent faire un service national, par exemple, pour aider toute la compréhension du monde, on a un service de renseignement militaire, par exemple, qui analyse avec des expertises sur tous les pays du monde leur évolution, leurs choix, les tendances et les conséquences pour nous. Et bien voilà, quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique, qui fait des études dans ce domaine, peut très bien dire j'ai envie d'aider à comprendre mieux l'Afrique, qui est mon domaine d'intérêt. Le cuisinier qui a envie d'apprendre à être cuisinier. C'est assez divers quoi finalement. Ouais, tous les métiers sont ouverts, il y a plus de 50 métiers. Et je crois qu'ils sont nourris, logés, je crois que c'est 800 € par mois de budget. Donc sur les aspects très pratiques, aujourd'hui on est dans un moment où ceux qui étaient en terminale ou les gens qui faisaient des études techniques sont au carrefour où ils s'orientent. Ah oui. Ils ont la possibilité de dire, bon je me donne une année de pause, une année de césure, je rejoins les armées pour un service national pendant 10 mois et l'été prochain je repars et tous les acquis, notamment de Parcoursup, tous les acquis de Parcoursup sont engrangés, maintenus et ils peuvent repartir sur cette base ou même demander d'autres choses s'ils estiment qu'ils veulent aller ailleurs à l'issue de leur service national. Ceux qui font un métier déjà, qui ont un apprentissage technique, ils sont les bienvenus. On a énormément de métiers dans les armées, de tout type. Ils vont pouvoir le pratiquer avec des cadres qui vont les accompagner, leur apprendre. La transmission chez nous, c'est fondamental. Et puis, je pense que ça leur donne un atout pour trouver un emploi après, parce qu'on sait que dans les armées, il y a aussi un cadre, une rigueur, un apprentissage qui prépare parfaitement à la vie en entreprise. Et donc ça sera valorisé. Et je crois que c'est jusqu'à juillet où ils peuvent s'inscrire. Comment ça fonctionne en fait ? Jusqu'à juillet, c'est l'essentiel.
Après, nous, je pense qu'on permettra à des jeunes qui n'ont pas vraiment su, et puis l'été, c'est pas passé exactement comme ils voulaient dans leur orientation. Je pense qu'on aura encore la possibilité d'en accueillir quelques-uns. Ils seront rares, et donc il faut essayer de s'orienter maintenant. Mais on laissera la possibilité à ceux qui ont hésité et qui n'ont finalement pas ce qu'ils souhaitaient, éventuellement, de pouvoir bénéficier de cette opportunité. Pour moi, c'est une opportunité. En fait, ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils vont apprendre à faire quelque chose d'utile pour leur pays. Et c'est 10 mois. Au bout de 10 mois, ils repartent vers où ils veulent. Certains, s'ils veulent continuer l'aventure avec les armées, ce sera possible. Ceux qui veulent avoir un parcours totalement différent pourront, mais ils auront cette culture. Et en fait, c'est là où il y a un intérêt aussi pour moi. C'est que ces jeunes qui auront vécu avec les armées pendant 10 mois sauront exactement ce qu'est la défense, seront mûrs, pourront expliquer. Et puis, dans leur métier futur, si un jour ils peuvent aider, je suis sûr qu'ils le feront. Ils le feront à leur manière. Donc c'est bon pour notre pays aussi, c'est bon pour notre défense. Et pourquoi 3000 ? Je me pose la question de l'objectif 3000, c'est très peu finalement 3000. 3000, c'est le début, parce que pour moi, il était fondamental de bien accueillir les jeunes, de bien les encadrer, de pouvoir leur apprendre un métier correctement, des bases militaires, puis après un métier, parce que tous les métiers sont ouverts. Et donc, nos armées savaient accueillir correctement 3000 jeunes cette année. On est en train de commencer des travaux d'infrastructure pour l'année suivante. Donc voilà, c'était la bonne taille pour le faire correctement. Vous avez été chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron pendant 2 ans. Vous avez préparé les conseils de défense, vous avez été en rapport avec la DGSE, le service de renseignement. Comment on fait, quand on est un militaire comme vous, pour travailler avec le pouvoir politique qui reste le chef des armées, le président de la République et le chef des armées? Comment ça se passe? Alors c'est de l'interaction quotidienne. Moi, j'ai eu la chance de servir auprès de 2 ministres des armées, Madame Parly puis Sébastien Lecornu, puis d'être le chef d'état-major particulier, c'est-à-dire le conseiller militaire proche du quotidien du président de la République. C'est quelque chose de très naturel en fait, d'une rencontre entre 2 domaines différents. Le domaine militaire, qui est dans une expertise militaire de défense, qui est là pour conseiller, apporter un regard, donner un avis, une appréciation, à un responsable politique qui a été élu et qui porte l'ensemble des dimensions quand on aborde un sujet. Est-ce que parfois il y a des incompréhensions? Parce que c'est 2 domaines différents, la politique et le militaire, c'est pas tout est pareil. Exactement, c'est des origines différentes, des cultures différentes et des enjeux différents. Les élus ont des choix difficiles à faire, ce qu'on évoquait sur les budgets de la défense. On a un président de la République qui a décidé de faire un effort pour la défense, qui n'était pas, je pense, un choix facile, dans un moment où il y a plein d'autres priorités à couvrir. En tout cas, à partir des conseils qu'il a entendus, il a fait ce choix-là. Et c'est là que le militaire est un conseiller. Et puis ensuite, il y a la partie conseil, préparer la décision. Puis une fois que la décision est prise, la mettre en œuvre. Mais vous, par exemple, quand vous tenez des discours sur la France, quelque part, vous faites de la politique. À votre niveau, vous faites aussi un peu de politique. La France doit accepter de perdre ses enfants, c'est un peu de la politique, d'une certaine façon. Alors, les militaires ne font pas de politique. Moi, je suis leur chef, je suis très attaché à ça. En revanche, le chef militaire, bien sûr, fait partie de la société et sa voix est entendue dans la société. Maintenant, je ne fais pas de politique. Moi, je sers un président qui a été élu par les Français, qui représente les Français. Et c'est notre démocratie. Par exemple, le service national, si on prend le service national, c'est un choix qui est politique, de relancer le service national, et en même temps qui concerne les militaires. Oui. Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez dit au président, ça serait bien d'avoir un service national, c'est le président qui... Comment on en est arrivé à proposer ce service national, par exemple? C'est quelque chose d'itératif, qui part d'une question effectivement politique. Comment on prépare notre pays à l'avenir, à son avenir, de manière très large, dans toutes les dimensions. Ça part de rencontres en Europe, parce que le service national, c'est pas une idée isolée française. On a plus d'une dizaine de pays en Europe qui ont décidé de réintroduire un service national à peu près sur les mêmes bases, pas les mêmes cultures. Moi, j'ai été frappé par l'engagement dans le service national dans les pays nordiques. En Suède, ouais. En Suède. Je l'ai vu également en Norvège. En Norvège et en Suède, les jeunes trichent pour réussir, pour être pris.
C'est étonnant. Mais oui, Comment vous je veux dire, l'expliquez? les gens veulent faire leur service national. Ouais. C'est très sélectif, c'est très bien vu. C'est très bien vu, c'est très utile pour eux parce que c'est un marquant dans leur carrière, jeune carrière. Mais c'est un marquant qui est très reconnu dans la société, c'est-à-dire que les universités, les écoles, les entreprises voient que ce jeune a fait son service et ça a beaucoup de valeur. Pour conclure, dans un an, il y aura une élection présidentielle. Vous êtes le chef d'état-major des armées, donc vous travaillez avec le président de la République française, et ce président de la République française va changer puisque Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Est-ce que pour vous, de toute façon, vous envisagez de rester, quelle que soit la personne qui arrive au pouvoir, quel que soit le parti? Comment vous l'appréhendez? Je l'appréhende d'abord en tant que citoyen. Je fais partie de la société, je ne suis pas dans un monde à part, extraterrestre sur une autre planète. Je suis français et j'irai voter. Parce que c'est un moment important pour notre pays. Et donc je serai, je pense comme tous les Français, attentif au programme des différents candidats pour voir ce qu'ils proposent pour notre pays. Ensuite, il faut respecter le choix des Français. C'est le choix de la démocratie. Et donc, le chef d'état-major des armées est au service d'un président élu par les Français. Et la voix des Français est à respecter. Mes choix personnels me regardent. Ça, c'est autre chose.